Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Jean-Louis Borloo a donc présenté ce matin son plan banlieue, même s'il refuse l'appellation. C'est quand même bien de ça dont il s'agit. Un plan choc, dit-il. 19 mesures présentées comme décapantes. 48 milliards d'euros d'investissement, de la rénovation des bars à la lutte contre l'illettrisme, la sécurité, les transports, l'éducation d'une manière générale. Est-ce que c'est le plan que les banlieues attendent depuis 40 ans ou est-ce que c'est seulement un plan de plus? Voilà la question que je vous pose ce soir au 39-21 et que je vais poser évidemment à mes invités en studio. Bonsoir Manon Kérouille-Brunel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de la part du ghetto avec Malek Dehoun, publié chez Fayard. Je précise que vous êtes reporter de guerre. Hein. À la base, oui. À la base, hein. Voilà. Et c'est en l'occurrence une enquête en immersion en Seine-Saint-Denis. Et puis Bruno Béchiza. Bonsoir Bruno Béchiza. Bonsoir. Le maire LR, les Républicains, donc d'Aulnay en Seine-Saint-Denis. Jean-Louis Borloo n'y va pas par 4 chemins. Alors pour être honnête, il n'est pas tout à fait clair dans ses explications aujourd'hui au micro quand il a remis son rapport. Donc plutôt que de vous passer un son de Jean-Louis Borloo, je vais vous le lire. C'est dans Le Monde cet après-midi. On dépense des milliards. Il y a toujours moins de services publics, moins de crèches, moins de gymnases, moins de stades, moins de culture, moins de policiers, moins de professeurs. C'est un scandale absolu. D'abord, Bruno Béchiza, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat ? J'ai un vrai problème. Effectivement, tout le monde peut reconnaître les qualités, le passé, l'expertise du professeur Borloo. C'est votre appellation. Oui. Je crois que son constat est juste sur le fait qu'on ait effectivement aujourd'hui de gros problèmes dans les quartiers. Mais moi, je me souviens quand même qu'Aulnay-sous-Bois, c'est lui qui est venu en 2004 et qui a mis de l'argent. Donc dire aujourd'hui il n'y a rien eu de fait, c'est un mensonge. Et je pense que tout le défi des annonces qu'il a faites, il n'est pas décideur. Il est expert aujourd'hui. Et il propose à un gouvernement qui va devoir décider. D'ailleurs, Édouard Philippe n'a pas dit ce matin sur Europe 1, je vais prendre la totalité du Borloo. Et je dis, je prendrai ce qui est nécessaire. C'est qu'en tant qu'élu local, il y a eu de l'ANRU 1, de l'aménagement, de la rénovation urbaine 1, Borloo, du reste, en 2004. Beaucoup d'argent a été mis. On a refait les murs et c'était bien. Mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Et on a salué, pourtant je suis un élu de droite, j'ai salué la gauche quand on a dit l'ANRU 2, il faut mettre du développement économique. Et là on a commencé à pêcher. C'est qu'on a parlé de 5 milliards. Et c'était en 2012. On est en 2018. En novembre, le président Macron a annoncé le doublement de ce budget. 10 milliards. Et rien n'est arrivé concrètement dans les quartiers. Pas un sou. En 2020, pas un sou supplémentaire. En 2020, ça veut dire que j'ai 20 000 habitants, puisque sur une ville de 83 000 habitants, 20 000 habitants sont concernés par l'ANRU 1, l'argent est arrivé et on n'a pas fini du reste. Et 20 000 autres habitants sont concernés par l'ANRU 2. Et en 2020, alors que j'ai salué des mesures pourtant annoncées, vous voyez, il y a du pragmatisme. On ne fait pas de politique politicienne sur ces sujets. J'ai salué les mesures de 2012 sur les 5 milliards. J'arriverai en 2020 lors d'une campagne, il n'y aura rien de fait. Et c'est là où j'ai un problème sur la crédibilité de la parole publique quand on parle de 48 milliards. Ça ne veut plus rien dire. Mais de quoi vous avez besoin à Aulnay? Si on parle concrètement, vous avez besoin de policiers, vous avez besoin de plus de bus, on a besoin de plus des moyens pour les habitants d'aller au boulot, par exemple. De manière concomitante, parce qu'on ne peut pas faire des choix. Oui, il faut de la rénovation urbaine, parce qu'il y a encore des endroits où l'habitat est indigne, mais de manière concomitante. Mais quand on est indigne, c'est vraiment indigne. Hein. Vraiment indigne. Il faut du développement économique. Si on veut sortir de la logique de l'assistanat qui a tué ces quartiers, il faut qu'on puisse dire qu'il faut que les investisseurs, les entreprises reviennent. Et bien sûr, pour que l'entreprise et les investisseurs reviennent, il faut qu'ils trouvent des gens formés pour rentrer chez eux. Donc il faut de la formation et donc il faut de l'éducation. C'est la cité éducative, l'idée de la cité éducative de Jean-Louis Borloo. Tous les ingrédients, si je veux résumer donnés par M. Borloo, sont bons. Mais je ne suis pas sûr que celui qui va monter la mayonnaise la fasse au goût des élus locaux. Et je parle du président de la République où j'attends moi aujourd'hui la traduction concrète des mesures annoncées. J'ai peur des 48 milliards. C'est tellement gigantesque et inconcevable au sens littéral du terme, c'est ça que vous voulez dire ? Que on ne nous croit plus, nous élus locaux, qu'on soit de droite, de gauche, en marche, vert, orange. On va dans les quartiers, on leur dit l'argent va arriver, on ne nous croit plus parce que ça n'arrive plus. Écoutez ce que disait il y a un mois dans ce même studio Stéphane Gatignon, le maire de Sevran à l'époque. Il a démissionné depuis, il a jeté l'éponge. Il venait d'ailleurs de jeter l'éponge et il accusait clairement l'État lui aussi. Il n'est pas de votre bord, il est de la gauche, hein, Stéphane Gatignon. Le quotidien est difficile et puis alors, quand il faut se battre
Contre les moulins à vent, c'est encore plus dur. C'est les ministères, les moulins à vent. C'est les ministères, c'est l'État, cette bureaucratie qui bouge pas, c'est la technostructure qui est lointaine, qui voit pas ce qui se passe. Et puis Vous les parlez de blocages mépris qu'on même, vit. vous parlez de mépris. Je parle même de On a mépris du social, mépris pour les banlieues. oui, absolument. Je pense aujourd'hui qu'on en est là. Vous vivez ça, vous aussi, Bruno Béchiza, du mépris social de la part des hauts fonctionnaires, des ministres, Quand vous passez de tous bords, 5 encore une fois fois, hein. dans un grand jury pour expliquer face à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un quartier difficile, jamais mis les pieds dans une ville populaire, allez leur expliquer dans Paris, dans le 8e arrondissement, ce qu'il faut pour vos quartiers, qu'on vous fait passer un grand oral, c'est vous le fautif. Et que finalement, systématiquement, on vous dit oui, c'est bon, ça va passer, et qu'il n'y a rien, oui, c'est du mépris. Oui, donc vous vivez la même humiliation que Stéphane Gatineau. Et c'est du mépris parce que, je le répète, quand un président de la République parle de recrédibiliser la parole publique, nous, élus locaux, on porte, mais on a le même problème en Seine-Saint-Denis avec les transports en commun. On a vendu la boucle pour 2024. Ce qu'on appelle et on le Grand commence à Paris. nous a expliqué aujourd'hui qu'il y aura du retard et qu'on ne peut pas boucler. On a vendu les JO et on nous dit on va redimensionner tout ça. Systématiquement, l'État s'engage et les élus vendent le produit parce qu'ils y croient. Et après, ils savent se débrouiller tout seuls, voire même être décrédibilisés. Manon Kérouille-Brunel, on n'y croit plus sur le terrain. Les gens que vous avez rencontrés, encore une fois pendant un an, pour écrire La part du ghetto avec Malek Dehoun, n'y croient plus ? Encore une fois, c'est pas un discours universel et je pense qu'il faut faire attention à ça. On parle bien des banlieues. Moi, c'est une cité en particulier et c'est un travail d'écoute qu'on a mené sur un an. L'idée, c'était ça, de recueillir une parole qu'on n'entend pas souvent, qui est effectivement des fois phagocytée par une politique politicienne. Là, on voulait écouter les vrais gens, les habitants de ces quartiers dits difficiles. Les gens. Des mères de famille, des commerçants, des jeunes. Et notamment parmi les jeunes, effectivement, il y a une désillusion. En tout cas, il va falloir ressusciter un désir et une envie qui est morte aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans la société, parce qu'on leur propose systématiquement toujours les mêmes choses, les carcans traditionnels sur la banlieue du foot, en gros, et du rap. Et il y a peut-être quand même d'autres façons de ramener les jeunes dans l'intérêt et dans l'envie de faire des choses. Et en l'occurrence, ils ont envie de quoi ? Ils ont besoin de quoi d'ailleurs ? Je vais pas dire l'envie, je vais dire besoin de quoi déjà pour commencer ? Je pense qu'ils On nous vend ce pactole incroyable effectivement de 48 milliards. Mais effectivement, milliards. ce pactole, il est irréaliste et je pense que à l'heure où on se parle là, la plupart des jeunes de la cité sont même pas au courant de cette histoire de 48 milliards. Il faut revenir à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pragmatiques. Alors, ils veulent quoi ? Ils veulent des lieux pour se retrouver, des lieux où on leur propose, je sais pas, par exemple des choses simples, mais les cours d'impro, ça marche vachement bien dans la mouvance de Jamel Debbouze, les stand-up. Il y a une vraie vivacité d'esprit, il y a une tchatch incroyable dans les quartiers. Ça, il faut le revaloriser, par exemple. Je pense que l'ancienne génération est en deuil de la mixité sociale qu'ils ont pu connaître à l'époque. Je parle de la première génération qui est arrivée dans les années 70 et qui parlait de cette banlieue pleine de couleurs, du mélange et qui déplore aujourd'hui le repli communautaire. Encore une fois, cette banlieue, ce que j'ai étudié, elle est sur le métro, sur la ligne de métro. Donc on peut même pas parler d'un enclavement géographique et pourtant il n'y a aucune mixité sociale. On peut préciser où c'est C'est dans le 93. Non, vous ne voulez pas préciser où c'est. Très bien. Mais j'entends que la demande, elle n'est pas finalement, c'est pas une demande de moyens. Je pense que c'est une demande de considération. Et alors bien sûr qu'il faut des moyens. Moi, j'entends depuis des années, on veut du respect. On veut de la dignité. Mais le respect, ça donne pas de boulot. On veut de l'écoute. Oui, mais alors évidemment. Ça permet pas d'aller dans les écoles où on accède au plus haut poste. C'est d'ailleurs une des propositions de Jean-Louis Borloo, de créer une filière spécifique. Bien sûr qu'il faudra des moyens, mais il faut se demander comment on va les dépenser, cet argent. C'est ça, je pense, qui est important. Bruno Béchiza, et puis je voudrais qu'on aille écouter Karim qui nous appelle de Bordeaux. Le respect, ça donne pas du boulot. Sauf que vous savez, je suis dans une ville où quand vous avez 3 poubelles qui brûlent, comme on est en région parisienne, toutes les chaînes d'information continue nous envoient 10 équipes. Et pendant 2 jours, on voit les bandeaux en bas avec le nom de la ville. C'est malheureusement pas seulement 3 poubelles. C'est pas toujours 3 poubelles, Bruno Béchiza, on est d'accord. Quand j'ai 3000 entreprises sur ma ville, que je réunis 550 chefs d'entreprise en présence de monsieur Bompard, qui est quand même un patron du CAC 40, qui vient en Seine-Saint-Denis pour annoncer 300 emplois fermes et 300 dans 6 mois. Couverture média 0. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a une couverture médiatique, et je suis bien placée pour en parler, puisque je suis journaliste, qui a quand même tendance à aller dans les quartiers quand ça brûle. On est d'accord. Mais les quartiers peuvent aussi se consumer à petit feu, sans qu'on s'en rende compte. Et pour autant, c'est pas pour ça que la situation n'est pas dramatique. Je voudrais dire un mot avec vous, Karim, qui nous appelait de Bordeaux par l'intermédiaire du Standard d'Europe 1, c'est-à-dire du 39-21. Je voudrais évoquer cette histoire d'école des leaders que veut créer Jean-Louis Borloo et dont on rappelle que l'idée, c'est qu'elle soit parallèle à l'ENA et qu'elle
permettent d'accéder à la haute fonction publique. Et vous en pensez plutôt du bien, je crois. Alors, tout à fait. Bon, d'abord, bonjour, Bonjour Laurent, à vous. et bonjour à tout le monde. Je vous écoute et c'est super intéressant. Je me sens vraiment concerné et en même temps, je rejoins un petit peu les trois personnes que j'ai écoutées. Madame qui est donc journaliste. Manon Kérouille-Brunel, oui. Oui, Bruno Béchiza, le maire d'Aulnay. Oui, et la troisième personne. Stéphane Gatignon tout à l'heure, qui était l'ancien maire de Sevron. Eh bien, du coup, je trouve que les trois personnes disent exactement ce que je pense concernant à la fois, en fait, ça a parlé un petit peu de tout concernant cet ensemble, c'est-à-dire au niveau politique, lorsqu'on promet des solutions et qu'arrivé ensuite au pouvoir, finalement, les municipaux se sentent délaissés et du coup, les promesses qu'ils ont faites à leur électorat, ils se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau. C'est une grosse problématique. Ensuite, la question qui revient tout le temps, c'est le budget qu'on va mettre dans le problème des banlieues. C'est à chaque fois des grosses sommes. Ces grosses sommes, elles doivent apporter un certain résultat. Enfin, c'est plein de choses à la fois où on a l'impression qu'on ne trouvera jamais la solution. Alors moi, si je pouvais apporter juste ma petite observation, c'est-à-dire ce que je pense, avant de rejoindre un petit peu l'idée de Monsieur Borloo, c'est un homme d'ailleurs que j'admire depuis des années lorsqu'il était dans l'économie. Bon, petite parenthèse. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que il y a d'abord peut-être, comme on parle de classement des villes, première ville de France, deuxième ville, troisième ville, au niveau économique, au niveau social, au niveau de la population. Bon, les banlieues, elles ne sont pas toutes pareilles, elles évoluent toutes différemment depuis une quarantaine d'années, voire même plus. Mais ce phénomène de banlieue, effectivement, il s'est principalement propagé dans nos esprits de façon négative depuis au moins une bonne trentaine d'années. Oui, d'ailleurs, on dit les banlieues. Effectivement, on a amalgamé tout ça. Dites-moi où vous voulez en venir, Karim, allez-y. Là où je veux en venir, c'est que en fin de compte, la solution, comme disait donc Madame, il faut savoir comment utiliser ce portefeuille qu'on nous alloue pour le problème des banlieues. Donc il s'agit peut-être de 48 milliards ou millions d'euros, je ne sais plus. Mais oui, milliards, c'est pas du tout pareil. Je vous arrête, Karim, parce que je crois qu'on a compris ce que vous vouliez nous dire, c'est qu'il faut du concret. Moi, c'est ce que je retiens de votre intervention, en tout cas, si vous me permettez de la résumer comme ça, j'espère que vous en serez d'accord. Ça manque de concret, tout ça, Bruno Béchiza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez au gouvernement d'aller vite, de débloquer vite, de dépenser de l'argent rapidement? Avant de promettre justement ce qui va être fait demain, que l'État, et c'est pour ça que c'est pas de la politique politicienne, c'est l'État. La gauche, la droite passe, l'État reste. Que l'État débloque enfin les budgets pour que soit fait ce qui est promis depuis certaines fois 10 ans. Je le répète, dans des quartiers, c'est démolir une tour. Moi, j'ai un exemple concret d'un immeuble où aujourd'hui, il n'y a plus que des rats, de l'amiante et des dealers. J'ai eu le budget de débloquer théoriquement il y a 3 ans et demi. Toujours rien, parce que problème administratif, les marchés, chacun se renvoie là-bas. Ce que vous décrivez, c'est ce que décrivait Jean-Louis Borloo dans un livre qu'il a publié en 2003 qui lui a valu de devenir ministre et qui s'intitulait L'homme en colère. Et il racontait ça à Valenciennes en disant qu'il faut signer 10 papiers pour faire tomber une tour dont tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle doit tomber. Donc vous me dites ça n'avance pas. Même procédure, finalement, on vous dit vous inquiétez pas, on va faire des choses particulières pour vous, ça ira plus vite. C'est faux, c'est encore plus lent. Et l'État met encore plus de temps. Manon Kérouille-Brunel, est-ce que ça se ressent, ça, dans les réactions des gens que vous avez rencontrés? Oui, je pense qu'il y a globalement un sentiment général d'abandon. On se sent négligé, on en a marre d'être traité comme une France en marge. Je crois qu'effectivement, les habitants de la cité dans laquelle j'ai travaillé ont envie qu'on les écoute, qu'on les respecte et qu'on arrête de les marginaliser systématiquement. Mais ça veut dire quoi concrètement, encore une fois? Je reviens à leur demande concrète. Alors, la demande de considération sur laquelle vous revenez, elle est très frappante. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il n'y a pas une demande, concrète, précise. Moi, si j'avais la formule magique, je vous la donnerais. Et j'espère que dans le plan Borloo, elle existe. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a un fondamental dont il ne faut pas se passer, c'est le terrain. C'est encore une fois, je crois qu'on passe toujours par les mêmes assos depuis 20 ans, comme si la banlieue était un monde figé. C'est pas vrai. On passe beaucoup par les élus, qu'on entend, mais c'est bien. Mais je pense qu'il faut vraiment redonner la parole aux habitants et faire revenir à des basiques, du porte-à-porte, de l'écoute, et prendre un petit carnet et dire, vous madame, vous avez besoin de quoi pour aller mieux aujourd'hui? Vous jeune homme, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Et je pense que là, on aura quelque chose d'intéressant qui va émerger. Bonsoir Alexandre. Alexandre, vous êtes là depuis Strasbourg. Oui, depuis Strasbourg. Je crois que vous travaillez sur ces sujets depuis longtemps, vous. Oui, vous l'attendiez ce plan depuis longtemps. Ah, bien évidemment. Bon, il s'agit inévitablement d'un plan Marshall, et il le fallait.
Depuis 1986, j'entends parler de cette réelle politique de la ville qui finalement n'a jamais eu lieu. Je travaille depuis 86 sur le sujet et j'ai constaté qu'à Strasbourg, on a bien avancé. On a beaucoup avancé. Pour ce qu'il faut maintenant dans ces quartiers qui jonchent les différentes grandes villes de France, il faut de la vraie politique d'urbanisation. C'est-à-dire faire entrer l'éducation, faire entrer l'accès au savoir. Bruno Béchiza, qui est à mes côtés, est d'accord avec vous. Il est en train d'opiner en disant effectivement, oui. Bien évidemment. Et depuis 86, on entend parler de ces sujets. Mais il est très important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la France, de faire entrer le savoir et non pas s'arrêter systématiquement sur ce que propose la banlieue, l'improvisation. On ne peut pas faire... Ah, on vous a perdu, je suis désolé, mais on n'a pas de chance ce soir avec le 39-21. Moi, je retiens, on ne peut pas construire un avenir pour ces cités sur la base simplement de l'improvisation ou de l'image de Jamel Debbouze, d'un footballeur qu'on rêve de venir être ça. Vous dites surtout pas. D'un mot, Bruno Béchiza. Surtout pas. Moi, j'ai des grands, j'ai Moussa Sissoko, j'ai Alou Diarra qui viennent d'Aulnay-sous-Bois. Mais je veux dire aux gosses, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des hauts fonctionnaires. On a une sous-préfète qui vient de ta cité. On a aujourd'hui des grands patrons qui viennent de ces quartiers. Les exemples positifs, c'est justement hors du cadre dans lequel on vient l'enfermer. Mais je veux vous regarder, monsieur Bazin, qui fabrique ces cadres? Qui fabrique les stéréotypes? Pas vous, mais bien souvent l'image que les médias renvoient de ces quartiers. Je vous ai senti en colère ce soir, Bruno Béchiza, le maire d'Aulnay en Seine-Saint-Denis, qui était avec nous. Merci Manon Kérouille et Brunel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, La part du ghetto, avec Malek Dehoun chez Fayard. Merci à Karim qui nous appelait tout à l'heure de Bordeaux et à Alexandre à l'instant depuis Strasbourg. La ligne a coupé malheureusement. Europe.